rééquilibrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de formation ou de reconversion. Cette semaine, c'est un touche-à-tout qui vient nous raconter comment, en multipliant les expériences professionnelles, il a enfin trouvé le métier qui lui convenait. La reconversion, pour Charles, c'est l'histoire de sa vie, un parcours sinueux mais fructueux. Le magazine de l'emploi est aussi là pour couper court aux idées reçues. Non, un fleuriste n'est pas qu'un commerçant souriant qui vend des fleurs et des vases. Nous avons passé toute une journée avec Eva, une véritable passionnée, et sa journée est bien plus mouvementée qu'on l'imagine. Tout travail mérite salaire. L'adage est bien connu, sauf qu'en France, c'est presque un sujet tabou. Quand et comment l'aborder lors d'un entretien d'embauche? La réponse, c'est Arthur Perticos qui va nous la donner. Réparer les voitures et les gens, c'est le slogan du garage solidaire qui vient d'ouvrir ses portes à la Courneuve, en région parisienne. Une structure d'insertion qui remet en état vos véhicules à un prix très modéré, c'est doublement intéressant. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail. C'est le magazine de l'emploi et ça commence tout de suite. Direction l'Isère pour commencer. Nous allons dans la région de Grenoble, berceau de Stendhal. La métropole est surnommée capitale des Alpes et elle vient d'être classée selon un récent sondage ville la plus attractive de France. Elle serait aussi la plus favorable à l'emploi, juste derrière Lyon. Il n'en fallait pas plus pour attiser notre curiosité. Aujourd'hui, c'est l'ancienne capitale du Dauphiné qui nous attend. Grenoble, c'est là. Proche de l'Italie et de la Suisse, la ville est encerclée par les montagnes. Sa chartreuse, ses quais d'Isère et son téléphérique nous accueillent pour notre parcours. Bon, il ne faut pas avoir le vertige. Ne regardez surtout pas en bas. Pour prendre un peu de hauteur sur la question de l'emploi, la personne à rencontrer, c'est lui, Christophe Ferrari. Les choses ont été très marquées par la présence des grandes rivières torrentielles que sont l'Isère et le Drac. Et nos pères, les prédécesseurs, ont canalisé ces rivières pour permettre le développement de la métropole grenobloise. Ils ont fabriqué l'électricité, qui a permis d'y installer toutes les activités industrielles, que ce soit la chimie, que ce soit la métallurgie, ces grandes entreprises. Un panel d'activités qui permet au territoire grenoblois d'afficher un taux de chômage toujours en dessous de la moyenne nationale. Ce dynamisme n'a pas toujours été au rendez-vous. Nous avons été très fortement touchés par la crise de 2008, parce que la crise de 2008 a été une crise de désindustrialisation. Donc nous avons pris de plein fouet finalement cette désindustrialisation par un certain nombre de nos entreprises, mais ça ne nous a pas empêché de rebondir au travers de la diversité des filières que nous avions. Car une des spécialités de Grenoble, en plus de ses noix, c'est la recherche scientifique. Moi je le dis aux créateurs, si vous avez besoin de la métropole pour demain tester des solutions avec nous, dans nos politiques publiques métropolitaines, vous êtes les bienvenus. Vous avez bien entendu, Grenoble est donc le nouveau terrain de jeu des apprentis sorciers de la high-tech. Mais les pères fondateurs de l'électronique à Grenoble sont eux déjà bien implantés. Direction Crolles, à 15 minutes en voiture du centre-ville. C'est ici que la société ST Microelectronics s'est installée il y a plus de 60 ans. Les produits de l'entreprise franco-italienne sont présents dans les objets de notre quotidien. ST Microelectronics, c'est une entreprise de semi-conducteurs. Un semi-conducteur, ce sont des puces électroniques qu'on fabrique pour toutes les applications qui utilisent l'électronique. Ça va de la voiture, au téléphone portable, aux outils que vous avez dans votre salon. On met nos outils, notre informatique, notre ingénierie au service de l'amélioration de la vie des gens au travers de l'électronique, bien sûr. Sur le site de Crolles, l'accès aux salles de production est très limité. La moindre poussière pourrait endommager le travail des employés qui se doivent d'être minutieux. D'autres compétences sont requises pour travailler dans l'entreprise. Grande quantité de postes à pourvoir, puisqu'on est dans une phase de croissance. Principalement des postes d'ingénieurs, mais pas uniquement. Et dans les postes d'ingénieurs, on recherche aujourd'hui des métiers qui sont autour de l'électronique, bien sûr, avec des spécificités comme la radiofréquence, le design analogique, les ingénieurs produits, la qualité,
quelques spécialistes en optique. On voit de gros développements en intelligence artificielle, par exemple, en cybersécurité. Ici, on s'engage sur le long terme avec les employés. Un jeune ingénieur ou un jeune technicien ou un jeune opérateur qui démarre dans l'entreprise, on accompagne avec des formations continues, des formations qualifiantes ou non qualifiantes d'ailleurs, mais qui permettent d'accéder à différents postes. Et souvent, pour être un bon ingénieur, il faut une bonne dizaine d'années. Donc aussi, on est des adeptes du temps long dans un poste donné. Pour résumer, le groupe recherche activement dans la région des techniciens process et maintenance, des opérateurs en salle blanche, du personnel en ressources humaines, des managers de production, des ingénieurs en physique, en chimie, en électronique, en électricité et en mécanique. Dernière étape de notre tour isérois, Mélan, dans la banlieue de Grenoble. Ici, l'entreprise Waga Energy s'est installée dans ce quartier de start-up. Mathieu Lefebvre, ancien ingénieur auprès du géant industriel Air Liquide, a décidé en 2014 de monter sa propre entreprise pour construire des Waga Box. Nous avons développé une technologie unique au monde qui permet de valoriser le biogaz qui est produit spontanément par les décharges, les centres d'enfouissement technique qui donc enfouissent nos déchets, et d'en faire du biométhane, qui est une énergie renouvelable qui substitue le gaz naturel fossile. On produit une énergie à partir d'une pollution. Une Waga Box, c'est ça, une unité d'épuration. Elle fonctionne en 2 temps. Filtration, puis distillation du gaz pour obtenir du biométhane réutilisable. Une fois purifié, l'entreprise commercialise ce gaz aux acteurs du réseau d'énergie. Le tout est possible grâce aux nouvelles lois de transition écologique. Il existe en France un mécanisme de soutien au biométhane produit par les centres d'enfouissement des déchets. Ce mécanisme de soutien nous a permis de pouvoir investir et nous développer avec suffisamment de certitude pour pouvoir créer Waga Energy. Pour concevoir les Waga Box et manipuler ces monstres qui s'étendent sur 200 mètres carrés, l'entreprise recherche des profils bien précis. Il y a un très fort engagement dans les tripes, si je puis dire. Tout le monde est engagé dans la préservation de notre environnement, pour nous et pour nos enfants et les générations futures. C'est un facteur d'adhésion au groupe très très fort. Au-delà de ça, nous sommes à Grenoble, qui est pour les amoureux des sports de nature et des sports extrêmes, le meilleur endroit dans lequel vivre. Et donc, l'essentiel des collaborateurs de Waga sont des sportifs et on passe beaucoup de temps dans les montagnes. Si vous aussi vous êtes un adepte de la rando, l'équipe de Waga Energy vous ouvre ses portes. L'entreprise recherche activement des techniciens d'exploitation, des ingénieurs projets et procédés, du personnel en ressources humaines et administratifs. Des postes qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Acronymes, abréviations, dénominations spécialisées, mystérieuses, parfois en lisant une petite annonce ou le mode d'emploi d'une formation, on se demande si tout n'est pas fait pour nous décourager. Eh bien non, il n'y a pas de grand complot, mais pour nous aider, il y a CQFD. Votre CV n'affiche pas de qualification apte à séduire un employeur? Pourquoi ne pas le compléter en décrochant un contrat de professionnalisation? Allons bon, mais qu'est-ce que c'est? C'est un contrat, comme son nom l'indique. Un CDD d'une durée maximale de 36 mois ou un CDI qui inclut une période de formation de 6 mois à 1 an. Dans les 2 cas, il allie un travail rémunéré en entreprise et un enseignement théorique dispensé par un organisme de formation ou parfois même par l'employeur. Il fonctionne donc en alternance, tout comme le contrat d'apprentissage. Moins connu que ce dernier, le contrat de professionnalisation vise un public plus large. Il est destiné aux 16-25 ans, mais aussi aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux de plus de 26 ans. La part de travail en entreprise est plus importante aussi, elle doit représenter au moins 75% du temps de formation. Et plus d'heures travaillées, cela signifie aussi plus d'heures payées. Enfin, les formations peuvent mener à un diplôme, mais aussi à une qualification professionnelle reconnue. Il est même possible désormais d'acquérir des compétences définies par les besoins spécifiques d'un employeur.
Ce dispositif en cours d'expérimentation est ouvert aux entreprises ou aux associations qui souhaitent y participer. Pour trouver son contrat de professionnalisation, on peut se tourner vers l'organisme qui prodigue la formation choisie, Pôle emploi, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la plupart des sites d'emploi. CQFD. Charles a 36 ans et une vie professionnelle bien remplie. C'est le moins qu'on puisse dire, il a accumulé les expériences professionnelles qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. C'est pourtant ce chemin tortueux qui l'a mené à trouver sa voie. Aujourd'hui, Charles dirige une équipe de commerciaux dans une grosse entreprise de matériaux de construction et il s'y sent très bien. Nous avons quelques questions à poser à ce pro de la reconversion et notamment comment convaincre un recruteur quand on n'a pas toutes les compétences requises. Bonjour Charles. Bonjour. Alors je vais prendre ma fiche pour résumer tous les métiers que vous avez exercés parce qu'il y en a plein. Alors maçon, manager sportif, technicien de développement laboratoire, commercial pour un constructeur de maisons individuelles, responsable de secteur pour une entreprise de matériaux de construction et aujourd'hui chef des ventes. Tout à fait. Tout ça à peu près en moins de 10 ans. À peu près ça, oui. Bon, en gros la reconversion, ça vous fait pas peur? Non, c'est quelque chose au contraire qui me paraît plus excitant et plus la curiosité d'apprendre et qui est pour moi très enrichissant, la preuve aujourd'hui. Votre CV, on l'a vu, il est très riche, il est assez disparate. En général, on pense que les recruteurs, ça ne les intéresse pas, un CV comme le vôtre. Comment est-ce que vous avez réussi justement à les convaincre? Mes expériences m'ont servi à chaque fois et à chaque fois, j'ai réussi à expliquer que les expériences précédentes m'avaient forcément apporté des qualités, des connaissances et des compétences dans le poste qu'on me proposait au moment voulu. Donc, parce que vous n'avez pas les formations en plus, en général. Vous avez un bac+2 C'est ça, un bac+2 DUT génie chimique, exactement. Donc effectivement, ça ne correspond pas du tout, on va dire, au métier dans lequel j'ai exercé, mais ce bac+2 n'a eu toutefois le moyen de me faire accéder à des entretiens, parce qu'il y a des entretiens qu'on n'a pas si on n'a pas le bac+2, donc ça m'a au moins servi à ça. Alors aujourd'hui, vous êtes chef des ventes dans une entreprise spécialisée dans le BTP. C'est ça. À quoi ressemblent vos journées? Racontez-moi. Alors c'est le management d'une équipe de commerciaux qui eux sont sur le terrain, qui vont visiter les négoces professionnels. Donc moi, le but, c'est de les accompagner dans cette démarche et aussi de visiter les clients principaux du secteur et les chefs de marché, chefs produits des secteurs, des négoces qui sont nos clients. Qu'est-ce qui fait que là, vous vous sentez quand même à votre place? Qu'est-ce que vous trouvez dans ce métier-là que vous n'aviez peut-être pas forcément trouvé dans les précédents? On a un rôle de responsabilité qui est assez importante, qui nous laisse beaucoup d'autonomie. On est les, entre guillemets, les patrons de notre secteur. Donc, je suis dans une entreprise qui fait beaucoup confiance à ses collaborateurs, donc je pense que c'est un des premiers facteurs qui me fait que je suis épanoui dans ce travail. Ensuite, c'est un milieu où on a de relations avec beaucoup de gens, on s'enrichit de toutes choses, mais dans tous les domaines, pas forcément dans notre métier-là, qui, je suis persuadé, nous serviront tous plus tard, quoi. Et je pense que c'est le fil conducteur de votre parcours professionnel. Parcours, ouais. Oui. Vous êtes aujourd'hui dans l'entreprise dans laquelle vous aviez commencé il y a plusieurs années, votre premier métier, je crois bien. Oui, tout à fait. Quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous dites quoi? Quel temps perdu ou... Moi, j'ai pas du tout perdu de temps dans toutes les expériences que j'ai eues. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils vous ont vu revenir? J'ai commencé vraiment à l'usine, donc les gens de l'usine qui m'ont connu étaient très contents. Moi, j'étais super content de les retrouver aussi. Et aujourd'hui, finalement, dans le métier que je fais maintenant, ces expériences que j'ai pu avoir à l'usine, au laboratoire, me servent encore aujourd'hui énormément sur le terrain, quoi. Ne serait-ce que par les relations que j'ai eues avec ces collègues-là qui aujourd'hui facilitent la communication dans l'entreprise. Et puis, on va dire, la crédibilité vis-à-vis du client, où lui, il achète son produit, mais il ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, je le connais, je l'ai vécu, donc ça apporte une autre crédibilité aussi au travail, quoi. Quel regard porte votre entourage sur votre parcours professionnel? Votre compagne peut-être a peut-être un peu de mal à vous suivre aussi. Ouais, ça lui a fait un peu à vous stabiliser. Ouais, je pense qu'elle m'a vu comme quelqu'un d'un peu instable, mais finalement, s'est vite rendu compte que finalement, elle était dans le même état d'esprit, un petit peu plus organisé, on va dire, mais elle a compris que c'était aussi un moyen d'avancer comme ça dans la vie, quoi. Et un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la question de l'argent. Ça a compté, ça? Alors oui, on peut toujours avoir la peur de se dire qu'on ne va plus bien gagner notre vie si on change de travail, mais je pense sincèrement que non. Je pense que c'est quelque chose qui va avec si on travaille. Si on se donne les moyens de travailler, on est récompensé. Et puis
Puis si on n'est pas récompensé, comme je disais, on change. Quand j'étais manager sportif, ça ne matchait plus. J'ai l'impression de me donner beaucoup et de ne pas recevoir. J'ai décidé de changer, quoi. Donc, Qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui, justement, n'ont pas forcément vos facilités pour se vendre, qui ont les compétences, et de faire un travail sur elles-mêmes ou d'oser, tout simplement? Non, je ne pense pas qu'il y ait de travail sur soi, mais c'est vraiment oublier que ça peut faire peur. Forcément, quand on change de métier, effectivement, il y a un laps de temps où c'est une très courte période où on est un peu perturbé, on n'est plus dans notre zone de confort. Et je pense que les gens ont tendance à trop focaliser sur ça. Que finalement, ça dure très peu de temps. Et il faut tout de suite voir ce que ça peut m'apporter plutôt que tout de suite se focaliser sur les moments où je vais douter un petit peu, quoi. Merci beaucoup, Charles, d'être venu nous partager votre expérience. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On vient de voir donc comment Charles a su séduire et être convaincant face à ses futurs employeurs. Reste la question délicate du salaire dont on ne sait jamais vraiment quand il faut l'aborder. Besoin d'un petit coup de main? Voilà Arthur Perticose. Tout travail mérite salaire. Un moment, il va falloir parler argent. Oui, mais quand? Le timing est important parce qu'il est stratégique. Vous êtes approché par un recruteur ou un chasseur de tête, il faut poser la question le plus tôt possible, au risque sinon de perdre son temps dans un long processus de recrutement. Si vous avez répondu à une annonce ou que c'est une candidature spontanée, le salaire n'est certainement pas le premier sujet à aborder en entretien. Le recruteur pourrait penser que votre motivation ce n'est que l'argent, alors que ce n'est tellement pas votre genre. Mais surtout, vous avez tous les deux besoin d'un premier échange avant de parler d'argent. Le recruteur pour savoir ce que vous valez, et vous pour bien comprendre les tenants et aboutissants du poste, ses obligations et ses responsabilités. Ensuite seulement, vous pourrez avancer des prétentions. Maintenant que vous vous connaissez un peu mieux, vous pouvez aborder les sujets délicats. Normalement, c'est le recruteur qui fait le premier pas. Mais si vous sentez que votre candidature l'intéresse vraiment et que l'heure tourne, vous pouvez aussi ouvrir cette discussion. Là, ça concrétise votre motivation à rejoindre l'entreprise, ça montre même un certain pragmatisme. Vous marquez des points. Une petite chose encore. Quand le moment sera venu, vous devez avoir une idée claire de ce que vous valez et de ce que vous attendez. Et être prêt à négocier votre salaire et vos avantages. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà le travail. Notre mission dans le magazine de l'emploi, c'est aussi de vous guider si vous cherchez encore votre voie ou si vous êtes curieux de découvrir d'autres métiers. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une fleuriste. Eva n'a pas toujours exercé cette profession. Aux commandes de sa boutique depuis 3 ans, elle maîtrise désormais le langage des fleurs, la confection des bouquets et c'est très important, la relation client. Avant ça, j'étais coiffeuse. J'ai fait pas mal de petits boulots, du service en salle. Je suis arrivée aux fleurs parce que c'était déjà une passion, je pense, mais je ne le savais pas vraiment. C'est les personnes de mon entourage qui me l'ont dit. Mais en fait, Eva, t'es pas bien dans ton boulot, mais pourquoi tu travailles pas dans le végétal? T'es tout le temps en train de parler de végétal. Et voilà, et ça a démarré comme ça. J'ai quelqu'un qui m'a embauchée alors que j'étais pas vraiment du métier et que je venais à peine de commencer ma formation. Donc j'ai appris le gros du métier, on va dire, chez lui. J'ai bossé et en rentrant chez moi, je pianotais sur mon petit ordinateur pour valider mes acquis. Du coup, j'ai obtenu CAP et BP. J'ai appris déjà à entretenir une fleur, le bottelage, le conditionnement, tous ces mouvements particuliers à notre métier, avant même de faire un bouquet. Parce que le bouquet, c'est la finalité, entre guillemets, c'est le moment plaisir de notre métier. Quand on achète nos fleurs, on les achète par ballot. Donc c'est des grosses quantités, c'est 50, 100, 25. Et donc on redivise les quantités comme on le souhaite. Je voulais juste le laurier peint que tu viens d'embarquer. S'il te plaît, une botte. Quand on commence dans le métier, en général, on a quelques règles qu'on apprend au départ en te disant il faut mettre une fleur noble qui sera par exemple la rose ou un lys ou une grosse fleur en fait. Après tu vas avoir des fleurs floues. Qui vont faire le lien entre les grosses fleurs. Avec le temps, après, tu fais plus vraiment attention à ça parce que c'est un automatisme. Il faut apprendre à écouter. Tu peux pas, en fait,
définir ce que quelqu'un veut si tu l'écoutes pas. Et on fait tout blanc. On gypsophile éventuellement là-bas. Je mets ça comme feuillage, ça peut être pas mal. Ça fait mi-fleur, mi-feuillage. Merci, au revoir. En général, les gens, dans 3 phrases, ils t'ont tout dit. En fait, ils t'ont orienté. C'est ça notre métier, c'est de faire la traduction de ce que les gens veulent. Et tout ça, c'est un jeu. Dans notre métier, on a chacun notre interprétation de ce qu'on entend en face de nous. Et c'est pour ça que chaque fleuriste sera différent. Il y a des modes dans la fleur, il y a des modes qu'on ne maîtrise pas réellement. En fait, on va avoir, par exemple, l'oxypétalum, qui est juste incroyable et qui n'a pas été à la mode pendant au moins les 10 dernières années. Et ça fait 2-3 ans qu'on voit de l'oxypétalum, hop, comme ça. On est capable de conseiller. Voilà, je vous ai recoupé les tiges, comme ça vous pouvez le remettre directement dans l'eau. C'est des produits qui viennent du sud de la France en fait. Donc c'est fort probable que ce soit la même qu'en Corse. Au revoir madame. On fait un peu le service après-vente aussi, c'est-à-dire que si quelqu'un a une plante qui va pas bien, il va revenir en nous disant « Ah, au secours, je comprends pas, elle a des feuilles jaunes » ou on essaye de répondre à tout ça. Et ça c'est hyper important pour moi. On connaît les personnes, on les accompagne, les mariages, les fêtes, les anniversaires, les deuils. Le secret professionnel quand on est fleuriste, c'est obligatoire. Tu connais les personnes, en fait, tu sais avec qui elles sont mariées, ils habitent dans le même quartier que toi, tu vas voir la femme le matin, le mari le soir. Tu ne diras jamais « Salut, est-ce qu'il était beau mon bouquet ?» Tu ne te permettras pas ce genre d'erreur. Tous les jeudis matins, je vais à Rungis pour réapprovisionner mon magasin. Tu peux pas avoir absolument toutes les semaines la même rose rose, la même rose jaune. T'as une rose fuchsia hors la barracuda qui est fuchsia, j'ai de la Takadzi. Le client, il est comme tout le monde, il se lasse de ce que tu lui proposes. Donc l'idée, c'est d'essayer de rester toujours dans la même gamme de qualité, mais de changer en fait les variétés. T'es pas enrhumé? Non. Sans ça? Ouais. Ça sent? Ouais. Ok. Merci Carla. Sur les étiquettes qu'on voit à Rungis, il y a un prix d'achat qui est un prix à la tige. Et après, on le multiplie par le coefficient qu'on applique dans notre magasin. Et le calcul mental, c'est essentiel. Celui-là, il est magnifique. Il est très beau. Mais je te prends un comme ça, un comme ça. Il faut déjà avant tout et surtout être archi passionné par ce métier. Parce qu'avec les difficultés qu'il comporte, les inconvénients qu'il a, si on n'aime pas ça, c'est un métier qu'on ne pourra pas faire toute sa vie. Sujet au froid, au chaud, aux intempéries, on est dehors toute l'année. Je ne ferai pas autre chose parce que je suis dans mon élément. Parce que je travaille le végétal, parce que c'est ce qui me correspond. Et au-delà du fait qu'il soit, pour certains, peut-être dur ou autre, moi, ça me va bien. Notre rubrique solidaire nous emmène cette semaine en Seine-Saint-Denis pour un chantier d'insertion inédit en région parisienne. Un garage solidaire vient de s'installer à La Courneuve et il a tout pour plaire. Pour commencer, de petits prix pour faire réparer sa voiture quand on n'en a pas les moyens. Nous faisons des réparations à moindre coût pour des publics différents. Alors c'est ouvert à tout le monde, mais avec une priorité donnée aux personnes qui ont des difficultés face à l'insertion, qui sont soit au RSA ou qui sont étudiants boursiers par exemple. Ce garage porté par une structure économique et solidaire, créé par une dizaine de jeunes entrepreneurs, a un autre objectif, plus ambitieux encore, sortir des personnes pourtant qualifiées du marché parallèle et précaire dans lequel elles exerçaient. Alors en fait, les employés qui travaillent actuellement avec nous, ce sont d'anciens mécaniciens de la mécanique sauvage. La mécanique sauvage est un phénomène de réparation de véhicules sur des parkings à l'air libre et qui reçoivent des gratifications de main à main qu'elles ne peuvent pas déclarer. Cette situation, c'était celle de Jamel, qui aujourd'hui peut exercer ses compétences dans de bien meilleures conditions. Alors, je m'appelle Jamel, mécanicien.
En fait, on gère un peu le garage, ce qui rentre, je donne un coup de main sur tous les véhicules. Moi, j'ai rencontré les responsables de l'association par des connaissances aussi un peu, par la rue aussi. J'étais mécanicien dans la rue avant. Maintenant, je me retrouve ici. La situation, elle a changé, c'est un peu mieux, un peu plus stable. Même la vie personnelle va mieux aussi, vu que tout se remet en ordre. Par rapport à avant, on traînait un peu à droite à gauche, on prenait des petits billets à droite à gauche. Là, on est plus stable, on est rentré dans le rang, quoi. L'un des objectifs du garage solidaire est de déprécariser, de sortir de la précarité ces populations-là, en leur offrant un lieu qui est plus propice à leur savoir-faire professionnel et de pouvoir aussi monter en gamme, c'est-à-dire de faire reconnaître cette expérience professionnelle dans un schéma plus classique, afin d'avoir à terme des sorties positives. Si vous souhaitez contacter le Garage Solidaire ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission sur le site publicsena.fr. L'agenda, ce sont les événements, rendez-vous utiles et bons plans sélectionnés dans toute la France par le magazine de l'Emploi. C'est le moment de prendre un crayon, un papier ou de noter dans votre smartphone. Vous n'avez pas le mal de mer? Et si vous faisiez escale à Lorient pour le salon de l'emploi maritime Pro et Mer? Naval, nautisme, énergie marine renouvelable, oil and gas et marine marchande, de nombreuses filières seront représentées. Côté recrutement, des job dating ou des ateliers CV seront proposés. Le secteur industriel, c'est 50 000 postes à pourvoir dans de nombreux domaines. Du 18 au 24 mars, à travers toute la France, la Semaine de l'Industrie propose des job dating, des visites d'entreprise, des conférences et des ateliers. L'événement dirigé par le ministère de l'Économie et des Finances réunit de nombreuses entreprises et autres partenaires. Pour savoir quelles entreprises participent près de chez vous et à quelles activités vous pourrez prendre part, rendez-vous sur le site semaineindustrie.gouv.fr. À Clermont-Ferrand, le Forum régional emploi handicap est un rendez-vous ouvert aux personnes en situation de handicap qui recherchent un emploi, un stage ou une formation. Au programme, plus de 60 employeurs et 50 associations réunies dans un seul but, favoriser leur insertion dans le marché du travail. Un stand est aussi prévu pour les aider à booster leur CV. Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À très bientôt.